On se base sur les 10 secondes de réaction. Déjà, pour atteindre la sortie, plusieurs secondes se sont écoulées. Si on veut rejoindre les collègues dans le centre du parking, il nous manquera un peu de temps. La formation d'entreprise, c'est deux approches essentielles. Un côté, une approche plus scientifique pour essayer de comprendre vraiment le phénomène. Et une fois que c'est bien compris, on va pouvoir parler comportement et adapter les meilleurs comportements au site de l'entreprise. Donc les formations doivent être personnalisées pour répondre aux attentes de tout le personnel de l'entreprise. Est-ce que cette intervention a été formatrice pour vous? Oui, très formatrice à la fois sur la réalité donc, des risques encourus et également donc, sur la manière d'appréhender la chose et de pouvoir en fait, mener des actions pour pouvoir se sortir de la situation. C'est toujours intéressant d'avoir une remise à jour pour se rafraîchir un peu l'esprit parce qu'on oublie un peu avec le temps et des fois il y a des aspects qu'on ne connaissait pas trop, là j'ai appris des choses nouvelles. Charlotte, on entend souvent parler de prévention et s'il y a prévention, c'est forcément qu'il y a un moyen d'anticiper le séisme. Mais c'est quoi au juste anticiper un séisme? Anticiper le tremblement de terre, c'est se préparer à sa venue, apprendre à réagir vite et bien, et ainsi éviter d'être blessé et de limiter les dégâts. Donc le message, c'est en se préparant, on se protège. C'est ça. Ok, on imagine qu'on est chez moi ici. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour anticiper le séisme? Alors en premier, on va adapter nos équipements au séisme, c'est-à-dire accrocher solidement les mobiliers et les autres équipements qui se trouvent au mur, comme les tableaux, les miroirs, les climatiseurs. On va aussi veiller à empêcher l'ouverture non souhaitée des tiroirs et des placards dont leur contenu lourd et toxique pourrait se déverser et vous blesser. Alors, tant qu'on est dans la cuisine, puisqu'on parle des placards, il y a aussi l'eau et le gaz, il faut faire attention. Oui, tout à fait. On va renforcer l'accroche du chauffe-eau qui, en cas de problème, pourrait devenir une source précieuse d'eau potable. Et concernant le gaz, on va se protéger des fuites qui pourraient déclencher des incendies. Alors, à part ça, il y a toute une liste de choses à préparer. En effet, outre le fait d'établir la liste des numéros utiles comme les secours, les urgences, ton assurance, etc., tu vas préparer ton kit de survie et le garder à portée de main. Par rapport à l'environnement direct, il y a autre chose à savoir. Tout à fait, tu vas préparer ta mise à l'abri et ton évacuation. Pour cela, il va falloir laisser dégager en permanence les lieux de circulation principaux comme les couloirs, les portes d'entrée et tu vas également repérer toutes les zones de sécurité dans chaque pièce de ton habitation et la même chose sur ton lieu de travail. D'accord. Alors imaginons qu'il y ait un séisme en pleine nuit, ma petite fille est en train de dormir. Qu'est-ce que je dois lui dire? Comment elle doit réagir? Eh bien allons-y, si tu veux, je te montre ça. Allons-y, je t'emmène. Alors dans la chambre de ta fille, les zones les plus sûres, ça va être par exemple l'angle du mur, le mur porteur, ou sinon l'ouverture renforcée, ou encore sous le bureau, une table solide. A l'inverse, il faudra qu'elle se tienne éloignée des fenêtres, des façades donnant dans le vide, et de tout objet qui n'ont pas été accrochés et qui pourrait lui tomber dessus. Très bien, on continue. Alors Charlotte, on a vu à peu près ce qu'il fallait faire à l'intérieur de la maison. Par contre, est-ce qu'il y a des conduites à éviter absolument? Oui, en général, il est dangereux d'essayer d'évacuer un bâtiment pendant un tremblement de terre, sauf si vous êtes au rez-de-chaussée et que vous pouvez être rapidement à l'extérieur. C'est pour ça qu'on conseille de dégager en permanence les entrées. Ok, donc on arrive à l'extérieur, mais on dit que ça bouge encore. Qu'est-ce que je fais? À l'extérieur, il va falloir se tenir éloigné des bâtiments, des arbres, des lignes à haute tension, de tout ce qui pourrait te tomber dessus et te blesser. D'accord. Et dans tous les cas, dans n'importe quel endroit, il va falloir se protéger la tête avec les bras, ne pas allumer de flammes et ne pas téléphoner. D'accord. Et une fois la secousse terminée? Une fois la secousse terminée, on va évacuer le bâtiment. On n'utilisera pas les ascenseurs, c'est à ce moment-là aussi que tu vas récupérer ton kit de survie et que tu vas couper tes réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. Avant de rentrer chez soi et de pouvoir réouvrir tes réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, il va falloir attendre l'inspection des services techniques compétents et l'autorisation de pouvoir pénétrer ton habitation de manière temporaire ou définitive. Alors j'imagine qu'il y a quand même des précautions à prendre, faire attention en ouvrant les portes des placards, tout ça, un check-up quoi. Tout à fait, tu vas devoir inspecter ta maison, démolir tout ce qui pourrait s'effondrer en cas de réplique et consolider tous les éléments fragilisés qui seraient nécessaires à ta réinstallation. D'accord. Charlotte, est-ce que tu as d'autres recommandations à faire? Oui, vu que la prévention commence par l'information, il faut s'informer sur le risque sismique est essentiel, ne pas hésiter à échanger avec vos enfants, votre famille, vos voisins. Et dernier conseil, se former au secourisme, car tes proches seront tes premiers secours. Merci beaucoup Charlotte pour ces conseils avisés qui doivent absolument devenir pour nous des automatismes.